Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu à contre-emploi, car j'avais envie de traiter un petit peu ce sujet des élections américaines. Et ce sujet, je vais le traiter aujourd'hui avec Guylain Benessa, que je reçois, que je remercie d'être présent avec nous. Bonjour Guylain. Bonjour Yann. Alors, aujourd'hui, on va parler géopolitique, on va parler élections américaines, qui sont des sujets qui, comme chaque novembre tous les 4 ans, trustent un petit peu les premières marches du podium médiatique. Alors Guylain, vous êtes avocat au barreau de Strasbourg, vous êtes doctorant en droit, également diplômé en philosophie, chargé d'enseignement à l'université de Strasbourg. Vous avez été rédacteur pendant 2 ans pour le Huffington Post. Vous l'êtes également actuellement pour le magazine Marianne et Valeurs actuelles, mais surtout vous êtes l'auteur du livre L'état de droit à l'épreuve du terrorisme, avec un sous-titre à ce livre qui va nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui, c'est Faut-il suivre l'exemple américain? Absolument, et c'est exactement ça. C'était le sous-titre de mon livre qui, à l'époque, portait plutôt sur la question du terrorisme et enfin la guerre contre le terrorisme aux États-Unis, mais qui a Mmh. aujourd'hui un écho symptomatique puisque effectivement il y a pas mal de problématiques que j'ai traitées dans mon bouquin qu'on retrouve en creux dans le cadre des élections actuelles. Mmh. Alors aujourd'hui, on va suivre une espèce de colonne vertébrale constituée essentiellement de questions, mais pas que, posées par la communauté Planet Rose sur les différents réseaux sociaux. Mais avant d'entamer les réponses, s'il vous plaît, Guylain, est-ce que vous pourriez expliquer en quelques mots à nos téléspectateurs le système électoral américain, s'il a toujours fonctionné de cette manière et comment aussi sont déterminés les fameux 538 grands électeurs dont on parle tout le temps et qui sont des notions qui peuvent être encore un tout petit peu floues, même si les médias mainstream s'efforcent de rappeler les définitions à chaque fois qu'ils traitent le sujet. Oui, alors, vous avez raison de le rappeler. Aujourd'hui, dans le cadre j'ai trouvé cette année que, eu égard à la question du comptage des voix, entre la distinction entre la correspondance et les votes, effectués en physique, il y avait eu un effort pédagogique, fait sur cette question. Mais quand même, revenons-y un peu. Alors, ce qu'il faut préciser d'emblée, et c'est ça le fond du problème qu'on a aujourd'hui, à comprendre en France, aux États-Unis, c'est la question de la fédération, du fédéralisme. En fait, ce fédéralisme-là, il a des implications politiques, géopolitique aussi d'une certaine manière, et des implications électorales. C'est-à-dire que le fonctionnement des... En France, on conteste, enfin, on a souvent l'habitude de partir du principe que le système indirect américain, ce système à deux étages en quelque sorte, avec un vote au niveau des États qui donne lieu donc à la nomination d'un certain nombre de représentants qui eux-mêmes vont élire le président des États-Unis par le biais de ces 538 représentants. En Mmh. fait, en France, on a l'impression d'envisager ça de façon problématique comme étant d'un côté le vote populaire et de l'autre le vote de ces représentants qui vont élire le président. Il Mmh. faut bien comprendre que depuis le début, les Américains fonctionnent de cette façon. C'est issu, comment dire, de la matrice du 18e siècle, donc de la Révolution américaine et de la Constitution américaine. Ça marche ainsi, j'ai envie de dire. Ça marche ainsi depuis l'élection du premier président George Washington en 1789, donc au XVIIIe siècle, et ça marche jusqu'à présent, dans la mesure où, comme je le disais à l'instant, c'est bien la prise en compte du fait qu'il y a d'un côté l'intérêt du peuple, pris dans sa globalité, dans sa diversité, et de l'autre l'intérêt des États. En fait, pour juste faire un lien, pour qu'on comprenne bien, parce qu'on a un modèle à côté de chez nous qui fonctionne un peu de cette façon-là, j'ai bien dit Mmh. un peu, c'est le modèle allemand. Parce que la fédération allemande a aussi, je ne rentre pas dans les détails, mais a aussi une faculté, une compétence particulière accordée aux États, aux Länder, donc aux États fédérés, par le biais d'une caisse de résonance au niveau du Sénat, qui est distincte parce que les États doivent absolument compter. Ça veut dire qu'il y a vraiment ces deux échelons, parce qu'il y a un échelon aux États-Unis, le premier échelon qui est la question de l'électorat du peuple, le suffrage direct. Tout le monde peut aller voter ce fameux journée, ce fameux dimanche, enfin ce premier mardi pardon du mois de novembre. Et à côté de ça, il y a l'obligation de prendre en charge le poids des États. C'est pour ça que je finis juste pour cette petite introduction ou Bien sûr. Ouais, ouais. petite question électorale. C'est bien pour ça que lorsqu'on dit en France, par exemple, c'est invraisemblable que des petits États aient finalement beaucoup de grands électeurs par rapport à des grands États qui en ont simplement un peu plus. La Alors que Californie en a... Pardon, oui Yann. oui, comment est-ce qu'on qu'est-ce qu'on appelle déjà petit État ou grands États? Voilà, alors, si on prend un État du Midwest, par exemple, on aura évidemment un nombre de grands électeurs qui est bien inférieur à la Californie, qui est beaucoup plus peuplée, ou à l'État Mmh. de New York. La Californie, par exemple, on a 55 grands électeurs de mémoire. Ça a fait l'objet de tout un tas de discussions depuis des décennies, hein, en se disant, finalement, la Californie, qui prise en tant que telle
j'allais dire hors États-Unis, et presque un État en soi qui pourrait vivre sur la scène internationale, y a quand même l'idée qu'il faut absolument que même des petits États, même paumés quelque part dans le cœur des États-Unis, puissent exister et avoir une force de frappe dans la mesure où on représente à la fois les électeurs, mais à la fois les territoires et les étendues. Pour un Français, c'est difficile à comprendre. C'est pour ça que souvent les journalistes mainstream disent c'est un vrai problème dans la mesure où en 2000, comme en 2016 d'ailleurs, on a eu on a eu un suffrage populaire qui ne correspondait pas au nombre de grands électeurs. Je rappelle, on en parlera peut-être après, mais que Al Gore à l'époque, Al Gore avait plus de voix très légèrement que George Bush. Et en 2016, Donald Trump a eu largement, il y a eu beaucoup moins de voix, à 3 millions, il me semble, de voix près avec Hillary Clinton. Et il n'empêche que ça nous paraît un scandale, mais en fait, c'est pas réellement un scandale. C'est le fait qu'il y a ce double jeu du suffrage populaire et de la représentation des États. Si on ne comprend pas que les États-Unis sont une fédération avec ce que ça implique, on a un mal fou à comprendre la spécificité des élections présidentielles américaines. D'accord. Dernière précision sur ce prolégomène, il y a aussi le fait qu'il y a deux temps, en quelque sorte, qui ont traversé les États-Unis. Il y a, j'allais dire, l'époque presque préhistorique, c'est-à-dire les élections de 1789 à la Seconde Guerre mondiale. Je ne dis pas que tout est lié et tout est simple, mais il n'y a pas encore, évidemment, la question des médias qui va être déterminante par la suite. Et il y a vraiment le deuxième temps, 1945, enfin 1946, 48, jusqu'à nos jours 2020, où là, peu à peu, c'est l'essor fondamental des médias. Évidemment, la radio dans les années 50, la télé dans les années 60-70, les débats qu'on connaît aujourd'hui entre Kennedy, Nixon, etc. Évidemment, les années 2000, les réseaux sociaux et avec Donald Trump, cette gestion, comme il a su le faire en 2016, finalement de se mettre en scène constamment, soit dans des vidéos, soit dans des appels au peuple, soit dans des interventions un peu particulières ou très distinctes de ce que faisaient les autres candidats. Et je pense que ça aussi, il faut le prendre en compte, parce que du coup, aujourd'hui, la problématique aussi des élections américaines, c'est comment est-ce que finalement ces grandes donations, il y a énormément de donations dans le système électoral américain, mais ces grandes donations résonnent aussi avec l'impact médiatique des candidats, parce que finalement, le populisme, on en parlera certainement de Trump, résonne aussi avec un moment global qui est un moment de populisme, on va dire général, même si le populisme a un peu bon dos, mais qui est que finalement, on a constamment besoin de se mettre en scène et de dialoguer directement avec le peuple. Par rapport justement à ces financements de campagne, peut-être qu'on y reviendra un peu plus dans le détail, tout à l'heure. Est-ce qu'il y a pas alors est-ce que c'est avéré ou pas, ce sentiment que Trump dérange à bien des égards? Heu, mais l'un de ces égards, c'est qu'il n'a pas forcément besoin d'autant de financement extérieur et donc, in fine, après une éventuelle élection, n'a pas autant de comptes à rendre à ceux qui l'ont aidé à accéder au pouvoir. Est-ce que c'est quelque chose d'avéré ou c'est plus une légende urbaine? Non, alors, légende urbaine, non. Je pense il faut remettre les choses dans le contexte il y a 4 ans par rapport à cette élection-là. Il y a 4 ans, Donald Trump, et on l'a assez peu dit, enfin on l'a dit tardivement, je trouve, Donald Trump était quand même largement moins aidé financièrement que Hillary Clinton. Il a fait une campagne, je ne dis pas qu'elle est cheap par rapport à chez nous, ça reste des sommes, comment dire, importantes. Et en 2020, par contre, ça a connu une augmentation assez spectaculaire. Mais en 2016, Donald Trump, ce n'est pas un homme des lobbies et ce n'est pas un homme de la finance. C'est un homme de la finance par son parcours personnel, parce que c'est un homme d'affaires, etc., évidemment, mais le fait qu'il soit un candidat entre guillemets anti-système le rend d'autant plus intéressant en 2016 qu'il est libéré, fondamentalement libéré du poids des obligations qui lient normalement les partis. Il faut quand même rappeler aussi, et ça a un intérêt pour moi dans la question des donations notamment, on a l'impression, encore une fois vu en France, qu'il y a les gentils démocrates qui vraiment sont aidés par j'allais dire des gentils lobbies, et les méchants républicains aidés par les méchants lobbies. Je vais un peu vite en besogne, mais souvent on a tendance à dire la NRA, vous savez, l'association de défense de la liberté des armes aux États-Unis, Ouais. voilà, le port d'armes, a tendance à soutenir davantage les républicains au détriment des démocrates. Et on a eu souvent, durant des décennies, des discussions là-dessus. Mais en fait, cette problématique, elle est fausse, présentée comme ça, parce que les démocrates et les républicains sont sont les deux faces d'une même pièce sur ce point. La vraie différence avec Trump, c'est que Trump, finalement, il était une face cachée. Il n'était ni un républicain traditionnel, encore moins un démocrate traditionnel. Donc, cette liberté de ton qu'il a eue se voit dans, finalement, les sommes assez faibles qu'on a dû dépenser en 2016 pour le faire élire. Et le fait, je pense, c'est quand même fondamental dans cette question, c'est que Trump s'est rendu compte en 2016 que plus la publicité, même mensongère, parle de lui, plus les fake news
comme il les appelle, parlent de lui, plus la publicité est gratuite. Et c'est, à mon avis, l'un des aspects fondamentaux. Les vieilles donations gigantesques étaient l'apanage des candidatures qui, à l'époque, étaient régulières, c'est-à-dire on veut des médias, on veut la caisse de résonance, il faut exister. Mais quand un type comme Trump a compris qu'en réalité, il y a 1000 manières de parler de soi sans avoir besoin de dépenser des milliards, il y a moyen de faire des élections autrement. Ce qui ne l'a pas empêché quand même en 2020, il faut le préciser, de faire appel à, là encore, là pour le coup, un raz-de-marée, puisque je crois qu'on a 1 milliard et quelques qui a été dépensé pour le soutenir en 2020. Donc cette fois-ci, il a été quand même largement soutenu, bien plus qu'en 2016. Ouais. Bah, c'est vrai que les grands publicitaires ont toujours dit qu'il n'y a pas de mauvaise pub, la seule Voilà, mauvaise pub, c'est le silence. Donc à partir du absolument. moment où on parle en mal de quelqu'un, et d'ailleurs certains de mes critiques se reconnaîtront, ça reste de la pub. Donc in fine, Absolument. ça change pas grand-chose. Alors merci pour ce complément d'introduction. Donc je vais préciser qu'aujourd'hui, on va essayer de ne pas, d'un point de vue, se limiter à les hommes politiques sont tous des pourris. Et donc on va essayer d'analyser objectivement et qu'un peu à l'instar d'un nutritionniste, on va pas se contenter de dire le McDo et les Haribo c'est dégueulasse, mais on va plutôt essayer de tenter de voir les détails et les impacts sur l'organisme. Et l'organisme, en l'occurrence, c'est l'échiquier géopolitique américain et mondial. Et tout ceci, vous allez le faire de manière analytique, comme je le disais, et objective, car on n'est pas là ni pour juger et encore moins prendre parti. Donc là, c'est vraiment, on va essayer de répondre aux questions de manière stricte. Alors la première question qui avait été posée sur les réseaux sociaux de la communauté nous dit qu'on peut reprocher ce qu'on veut à Donald Trump, mais le fait est qu'il est peut-être le seul président américain à ne pas avoir déclenché de guerre depuis 100 ans. Est-ce vrai ou c'est quand même un petit peu plus nuancé après 4 ans au pouvoir? Alors, il n'a pas déclenché de guerre, oui. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Il n'a manifestement pas une velléité militaire à l'étranger, c'est clair. Il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de volonté spécifique d'ingérence du point de vue de Trump. Ok. Maintenant, je pense que le bilan Trump sur 4 ans, il est intéressant parce qu'il est fait de virages, mais pas de virages à 180 degrés, de petits tournants qui l'ont obligé à louvoyer en quelque sorte avec des intérêts. Je m'explique. La question de la Syrie a hanté tout de même son mandat. Et il a ordonné, il a ordonné des frappes en Syrie, il a bombardé, c'est-à-dire que les frappes ont été autorisées par Donald Trump, mais lui-même reconnaissait au fur et à mesure du mandat, en tout cas en creux, on a compris qu'il hésitait quant à la position américaine en Syrie. En parallèle, il a constamment enjoint, demandé aux boys de rentrer à la maison. Encore récemment, il y a des milliers de soldats stationnés en Allemagne qui doivent revenir aux États-Unis. Alors, évidemment, la question va se poser si Biden est élu de la poursuite ou non. Je pense que la question centrale que pose Trump, elle est la refonte, presque malgré lui, même s'il a eu un logiciel notamment posé par Steve Bannon en amont, mais je pense que Trump a posé pour la première fois depuis très longtemps. Est-ce que vous pouvez juste rappeler en 2 mots pour les téléspectateurs qui est Steve Bannon et Oui, quel est bien son rôle? sûr. Bien sûr. Alors, Stephen Bannon, c'est l'ancien patron de Breitbart News. Alors, c'est un journal en ligne catégorisé régulièrement d'extrême droite, on va dire, ou populiste dans la catégorie générale des journaux en ligne. Et Steve Bannon a une particularité, c'est que il a été en quelque sorte, à partir de 2015-2016, 2015 surtout 2016, la tête pensante, j'ai envie de dire, dans l'ombre de Donald Trump. Alors, ce qui est intéressant chez Bannon, juste effectivement pour préciser, c'est que Bannon, c'est un type qui connaît parfaitement l'univers du journalisme, ça c'est clair. Il sait manier à la précision et à la perfection, pardon, la notion même de news, quand est-ce qu'elle doit tomber. C'est un homme des médias, c'est un homme qui sait comment ça fonctionne, de faire du buzz en quelque sorte. Ce qui a manqué à mon avis à Hillary Clinton. Steve Bannon comprenait le tempo contemporain des médias. Mais surtout, Steve Bannon, c'est un type qui a une compréhension parfaite. Et ça, on ne peut pas lui enlever, parce qu'on peut l'écouter, hein, il y a pas mal de conférences sur YouTube, et il a beaucoup écrit sur la question, on commence à le connaître un peu, largement même. C'est un type qui a parfaitement compris le logiciel contemporain sur le populisme et sur la manière dont aujourd'hui la fragmentation de la politique se situe bien plus en Europe comme aux États-Unis, entre la question du peuple et de ses élites, bien plus que la question de la droite et de la gauche. Et Bannon en a fait un logiciel dans le cadre de la campagne de Trump. Ce qui signifie que Trump a compris intuitivement, et c'était l'objet de ces 4 ans, à mon avis, là-dessus, son bilan est très intéressant, c'est qu'il a compris que l'objectif maintenant d'un président des États-Unis, c'était absolument plus de se lancer dans des guerres à l'étranger, mais c'était de penser une Amérique quasi isolationniste, en tout cas protectionniste, c'est-à-dire
America First ou America Great Again, c'est-à-dire d'abord mes intérêts, ensuite les intérêts des étrangers. Et en plus, et de façon géopolitique, c'est très intéressant, je trouve, c'est que beaucoup d'observateurs ont fait remarquer que la raison principale qu'on a eue, l'une des raisons principales de l'essor du terrorisme international, islamiste évidemment, ça a été la déstabilisation du Moyen-Orient. Et je ne pense pas que Trump ait envie de modifier substantiellement, j'ai envie de dire, les enjeux en présence. Mais il préfère se dire, je sauve les intérêts américains, donc je prends mes billets et je pars, tant pis pour les répercussions à l'étranger, mais je n'essaye pas de m'ingérer dans des problématiques étrangères que je ne comprends pas correctement. Et je pense que c'est ce mélange d'intuition à la Trump et de compréhension géopolitique à la Bannon qui a donné ce logiciel de 4 ans sur le point de vue américain à l'étranger qui était je prends mes billes, je rentre à la maison et j'évite de frapper d'autres États nouvellement. Et je pense que là-dessus, il y a un logiciel Trump qui a influé sur les républicains et qui, à mon avis, influera dans les années à venir. Alors, on a pas mal parlé de Trump, on va parler un petit peu de Biden avec la question suivante. Biden, s'il est élu, et tout change beaucoup, hein, peut-il être synonyme de nouvelles embrouilles avec l'Iran ou la Corée du Nord, avec justement, pour le coup, le retour d'une ingérence américaine un petit peu poussive? Là-dessus, Biden est pris, à mon avis, en étau entre... alors, c'est la politique partisane, mais c'est bien plus que ça. Il est pris en étau entre l'aile gauche radicale radicale, admettons, bon, il est pris en étau entre l'aile radicale du Parti démocrate et l'aile centriste. Je dis ça parce que je pense que ces deux noyaux, ces deux fractions du Parti démocrate vont jouer un rôle dans ses positions à l'étranger. Pourquoi? En fait, l'aile démocrate du centre, en tout cas en partie, est une aile démocrate qui reste quelque part influencée par les anciens tenants du Parti démocrate. Exemple, évidemment, Hillary Clinton qui a perdu il y a 4 ans, mais on vient d'entendre il y a quelques heures à peine que le futur chef de cabinet potentiel de Joe Biden à la Maison Blanche, est un ancien membre de l'administration Clinton et l'ancien chef de cabinet de Joe Biden lorsqu'il était vice-président de Barack Obama. Donc un jeune, d'ailleurs relativement jeune, mais qui est un type qui lui-même a fricoté il y a quelques décennies avec une frange assez néoconservatrice sur la politique américaine. Donc, je pense qu'il y a une partie du camp Biden qui reste des vieux démocrates à l'ancienne, qui ont une tendance à faire les gendarmes du monde et qui sont des gens qui n'étaient pas fondamentalement hostiles à l'époque à l'intervention en Irak. Donc, cette frange-là, encore une fois, il faut être mesuré. Hein. Je ne dis pas qu'elle est complètement va-t-en-guerre, mais je dis qu'il subsiste des vieux démocrates qui en partie sont néoconservateurs ou attachés à une idée de démocratie universelle, de Pax Americana, et de l'autre, la frange assez à gauche, ou plus à gauche en tout cas des démocrates, qui à mon avis se fichent un peu de ce genre de questions et qui sont beaucoup plus intéressés par des questions sociales dans l'Amérique actuelle, l'Amérique interne, c'est-à-dire la question du genre, la question des minorités, la question des races, la question des violences policières. Et je ne pense pas que ceux-là même qui veulent absolument défendre l'idée qu'il y a une violence policière outrageuse aux États-Unis soient les premiers à envie d'aller faire la guerre à l'étranger. Et je pense là c'est difficile de savoir maintenant parce qu'on situe Biden n'est même pas encore vraiment élu. Je pense qu'on va voir quelle est l'aile qui va s'imposer dans des domaines de politique partisane qui vont avoir des influences dans la manière dont les démocrates peuvent ou non envisager la guerre à l'étranger. Pour ma part, et là c'est un sentiment, moi je pense que Biden va gérer les affaires courantes parce que c'est un vieux démocrate à l'ancienne qui va, à mon avis, qui va éviter de se lancer trop rapidement dans des guerres à l'étranger. Je pense qu'il a compris que Trump avait un peu changé le logiciel des Américains avec la guerre et le logiciel des Américains avec le protectionnisme. En 4 ans là-dessus, il y a vraiment eu des mouvements et des lignes de fuite. Et je pense que Biden va tenter quand même de se rendre compte que la situation n'est plus celle qu'elle était avant. Partir comme un va-t-en-guerre, j'entends certains le dire, attention, les néoconservateurs reviennent, on pourrait l'avoir, ça peut arriver, mais je pense que Biden va quand même arbitrer ce rappel quelque part d'Obama qui n'était pas non plus ultra favorable à partir en guerre en 3 minutes 30. Je pense là-dessus qu'il va tenter d'arbitrer entre les nouveaux intérêts et les anciens intérêts, entre les néoconservateurs attachés quelque part aux démocrates à l'ancienne et les intérêts des nouveaux démocrates ou des démocrates très à gauche qui, eux, ne souhaitent pas du tout, a priori, commencer à partir avec les Rangers à l'autre bout du monde. Ok, donc finalement, contrairement à ce que certains pensent, il y aurait
pas forcément beaucoup de modifications à attendre sur le terrain de la guerre contre le terrorisme. Alors justement, ça, vous abordez, Yann, un terrain intéressant parce que je peux même parler 2 minutes de mon livre, mais parce que Mhm. justement, moi j'ai soutenu une thèse de droit et j'ai écrit mon livre dans la foulée, à une période où, en France, de façon quasi unanime, on disait, c'était simple, on disait, la méchante guerre contre le terrorisme, c'est George Bush, et ensuite, Barack Obama, le gentil, a tenté d'en sortir. Cette narration est totalement fausse de A à Z, dans la mesure où, et je ne dis pas du tout que c'est dans l'ombre, mais il suffit d'aller voir un peu les textes sources. En fait, la guerre contre le terrorisme, elle vient déjà des années 90, parce que l'axe du mal, ça remonte pas à hier. C'est déjà une première chose. C'est un peu évident, mais il faut le rappeler. Et en fait, ce qui va se produire, c'est qu'en 2001, lorsque le 11 septembre arrive, George Bush, qui n'est pas un néoconservateur à l'origine, George Bush fils, George W. Bush, n'est pas un fan des néoconservateurs qui ne sont eux-mêmes pas un fan de George Bush. C'est un type qui est a priori assez récalcitrant à aller faire la guerre à l'étranger. Pas trop son truc. En fait, le 11 septembre le rattrape. C'est-à-dire que le 11 septembre le prend un peu par revers et il se trouve contraint, quelque part, de réfléchir aux intérêts américains à l'étranger. Et là, les néoconservateurs vont revenir vers lui. Et ce que je racontais justement dans mon bouquin, c'est qu'en 2001, on a tout d'un coup une administration Bush qui va être quelque part vérolée par des juristes et des politiques très martiaux et qui ont envie d'aller faire la guerre à l'étranger et qui vont en quelque part entraîner l'administration Bush sur le terrain de la fameuse War on Terror, la guerre contre le terrorisme, avec la question de la torture à Guantanamo, etc., la question de la détention dans ce qu'on appelait les black sites, hein, les sites noirs à l'étranger gérés par la CIA. Et en fait, ces 8 années Bush de guerre contre le terrorisme, ce que je racontais pile dans mon bouquin, exactement comment ça a démarré, comment ça a fonctionné, Barack Obama, il n'a pas tenté d'en sortir. Il a tenté simplement d'en modifier l'apparence. Je m'explique. 2001-2008, je caricature un peu, hein, on va pas non plus se lancer pendant 2 heures là-dessus, mais en 2001-2008, on a une guerre contre le terrorisme qui est faite de détention donc et d'interrogatoires coercitifs. En fait, c'était de la torture déguisée sous le terme d'interrogatoire, notamment à Guantanamo. 2008, Barack Obama s'est bien rendu compte que c'est totalement impopulaire. Il y avait eu les Wikileaks entre-temps, c'est plus possible de le pratiquer comme ça, et il avait, lui, voulu faire machine arrière, ce qu'on peut comprendre. Je veux dire, en gros, je raconte ça dans mon bouquin, on a 18 méthodes d'interrogatoire qui ont été autorisées légalement par les États-Unis de 2001 à 2005. Notamment le waterboarding, hein, dont tout le monde connaît un peu maintenant, tristement l'existence. En fait, Obama arrive, Obama dit il faut changer tout ça. Ok, très bien. Nous, en Europe, on l'a vu un peu comme le Jésus noir, je dis ça en rigolant toujours, mais l'espèce de grand sauveur qui va changer le monde, parce qu'il est sympa, qu'il est jeune, qu'il est démocrate, contre les années horribles de bushisme. En fait, Obama fait le pari de fermer Guantanamo, il le fera jamais parce qu'il ne peut pas le faire, et il fera le pari d'arrêter les interrogatoires coercitifs, il va les arrêter, mais en faisant la chose suivante, en remplaçant la détention des prisonniers, enfin des combattants irréguliers, par la massification des drones Predator, c'est-à-dire l'assassinat ciblé. Donc en fait, on remplace une modalité de guerre contre le terrorisme par une autre. Faut-il détenir et interroger avec des méthodes on ne peut plus discutables, certes, ou alors massifier les drones pour tuer à l'étranger et éviter de ramener les prisonniers chez soi. Parce que moins vous avez de gens à Guantanamo, moins ça se voit, mais plus vous tuez à l'étranger. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, pour en venir à l'illustration Biden, à mon avis, déjà, sur la question Guantanamo, il ne fermera pas. Parce que les démocrates, même les plus aguerris, même les plus critiques, ont souvent rappelé que la quarantaine de détenus à Guantanamo, c'est des gens qui ne peuvent pas être libérés en 2 minutes 30, parce qu'en gros, c'est des gens ultra radicaux. Si on les libère demain, on ne sait pas ce qui va se produire. Et je pense que Biden va se rendre compte, comme sur un tout autre tas de sujets, qu'il va être contraint de mettre les pieds dans des chaussettes, dans des pantoufles, qui ne sont peut-être pas les siennes à l'origine, mais qui vont poursuivre un mouvement qui en réalité s'inscrit depuis 20 ans dans le même mouvement. Il y aura des ajustements, il y aura des modifications, mais une réforme du logiciel, moi j'y crois pas une seule seconde. Ok. Autre question, pourquoi le bipartisme américain semble-t-il presque indestructible ? Et pourquoi ne peut-on pas voir germer une sorte de pluralité des partis comme on peut l'avoir en France ou dans quasiment tous les autres pays, on va dire? Oui, alors, je pense que déjà raison particulière, c'est que depuis la Convention de Philadelphie, depuis les origines de ce qu'on appelle donc les pères fondateurs, depuis les premiers débats américains, je fais juste une incise, je me permets historique pour mieux comprendre. En fait, faut savoir qu'aux États-Unis, donc
qui, je rappelle, qui sont à l'origine 13 colonies britanniques, etc., pas faire de l'histoire non plus, mais ils se sont posé la question assez tardivement de qu'est-ce qu'on met dans nos institutions. Nous, ça remonte tout ça il y a quand même très longtemps. Les Américains, fin 18e, en sont à discuter de ça. Qu'est-ce qu'on fait, quel modèle, etc. Et en fait, ils vont, quelque part, se réunir et se réunir, comment dire, et se séparer, se distinguer sur des points précis. C'est-à-dire qu'ils vont, depuis le début, se dire, bon, est-ce qu'on veut ou pas un président? Certains vont dire oui, d'autres vont dire la monarchie, c'est pas mal. La plupart vont dire non, la monarchie, c'est pas bien parce que l'Europe, on veut absolument s'en séparer. 18e siècle, l'Europe est principalement sous influence monarchique, hein, dans la plupart des pays, notamment en Angleterre. Bon, on ne fait pas non plus d'histoire, mais voilà. En fait, donc du coup, fin 18e, début 19e, on va avoir sur presque tous les sujets deux camps. Deux alternatives, plus ou moins modérées, plus ou moins libérales. Enfin, plus ou moins libérales, plus ou moins étatistes. Ou alors, plus ou moins unionistes, ou plus ou moins fédérationniste, plus ou moins confédéral, plus ou moins fédéral. Et là-dessus, on a deux tendances qui vont vraiment se distinguer au fur et à mesure. Il faut bien comprendre que ce qui va structurer totalement la politique américaine, c'est la guerre de sécession. En fait, la guerre de sécession va donner naissance à... on rappelle juste la période pour la guerre de sécession. Alors, on est dans les années 1860-1870, grosso modo, hein, c'est-à-dire la guerre de sécession de 1860 à 1865 va modifier les équilibres, va structurer le jeu politique en deux camps. Abraham Lincoln, qui est issu des démocrates, va donner naissance aux républicains. Parce qu'à l'origine, et ça aussi, petit point d'histoire quand même à préciser, les républicains on est sur une chaîne aussi à tendance majoritairement historique, donc c'est aussi bien de rappeler comme ça les points clés de l'histoire américaine. Vous le rappelez, donc en 65, en 1865, donc Abraham Lincoln va donner naissance à ce qui va devenir le Parti républicain. C'est parce que Lincoln est évidemment opposé à l'esclavage et que les démocrates sont favorables à l'esclavage. Et ce jeu, cette distinction sur l'esclavage va vraiment structurer ces deux camps. Les démocrates, qui étaient le camp initial, le grand parti américain, et ensuite les républicains qui sont issus des démocrates sur la question de l'esclavage qui va fragmenter, qui va façonner, fractionner le parti, le pays, pardon. Et en fait, depuis cette période, on a cette structuration en deux parties qui est issue de cette question de l'esclavage, mais qui va devenir la structuration générale du jeu politique. Deuxième élément sur la question bipartisane, il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, mais il y a pas mal d'autres pays comme ça aussi, hein, mais tout de même, aux États-Unis, il y a presque naturellement une tendance au patriotisme inscrit dans les gènes américaines. C'est-à-dire que, certes, j'ai envie de dire, on se fout sur la gueule, permettez-moi l'expression, durant 4 ans, mais on se rassemble derrière la bannière étoilée au bout du compte. Ça veut dire que, déjà, l'idée même d'une contestation véritablement fondamentale de l'essence américaine est pas du tout quelque chose d'habituel. D'où d'ailleurs le fait que Trump paraît un peu invraisemblable aujourd'hui. Exemple parmi tant d'autres, hein, je pourrais en prendre évidemment certains, mais certains autres. Exemple typique, les Américains n'ont pas réellement d'aile gauche. Quand nous on parle des démocrates, par rapport à la France, aux pays en général européens, c'est une blague, hein, je veux dire, sur la question de la gauche. Par exemple, tous les pays catholiques européens ont été pays fragmentés, touchés par le communisme, parce qu'il y a une relation directe entre communisme, résistance et catholicisme dans les pays du Sud. Hein, la France en partie, l'Italie, l'Espagne, le Portugal sont des pays touchés par ça. Donc ça veut dire qu'on a déjà une aile gauche réelle qui existe. Aux États-Unis, vous étiez socialiste chez eux. Pour eux, c'était du communisme. C'est-à-dire que c'était impensable d'être socialiste. Donc déjà, vous réduisez quand même fortement le champ pour exister à gauche. Et ensuite, à droite, les républicains ont peu à peu capté l'ensemble des énergies, on va dire, patriotiques, conservatrices, contre le champ des démocrates libéraux. Et donc, vous avez en fait aux États-Unis un clivage qui est un clivage à la fois fondamental, ces deux faces d'une même pièce, mais qui vont en leur sein regrouper toutes les sous-catégories problématiques. Vous avez d'un côté le parti conservateur, de l'autre, le parti libéral. Et en fait, ou le parti démocrate. Et en fait, on dirait en France, pour être un peu rapide, ou en Europe, qu'on a d'un côté les conservateurs, c'est-à-dire ceux qui veulent conserver l'État ou la situation telle qu'elle l'est, avec les racines doctrinales d'avant, et de l'autre, les progressistes ou les libéraux,
c'est-à-dire ceux qui veulent modifier la chose en fonction des aléas sociaux et des mouvements sociaux. Et c'est un peu ces deux grandes doctrines, conservatisme contre le libéralisme étant chez eux un libéralisme de gauche, donc, qui vont structurer la vie politique. Pourra-t-on en sortir? J'y crois pas du tout, parce que la plupart du temps où on a eu la survenue d'un petit candidat, on a eu des gens comme Ralph Nader, des gens comme Rockefeller à une certaine période d'ailleurs, qui se rêvaient un peu en troisième voie. Ralph Nader s'est vraiment présenté. Je ne vais pas faire l'archéologie de tous les petits candidats, on les connaît assez mal. Ils font à chaque fois des petits. Rockefeller, oui. Ralph Nader, je pense qu'en France, on le connaît très très peu. Très très peu. Ralph Nader, il était candidat dans les années 90. Alors j'ai oublié la date, mais franchement peu importe. Un énième petit candidat qui s'est présenté, qui a fait 3% à des élections présidentielles et qui était une troisième voie. Mais souvent, et d'ailleurs ça on oublie d'en parler, on avait Kanye West qui s'est présenté cette année dans le cadre des élections 2020, mais on a souvent des petits candidats, des très petits candidats, soutenus par des tout petits partis indépendants qui font de l'ordre de 0,5, 1, 1,5, 2%. C'est d'ailleurs pour ça que les deux candidats principaux ne font jamais 100%, font dans l'ordre de 90, 95, 97%. Et à côté de ça, on a une petite frange qui existe. D'accord. Alors justement, là on parle de voix. On va plonger dans un sujet plus contemporain, même si évidemment il y avait déjà eu de grandes incartades il y a 20 ans pile poil. Pourquoi est-ce qu'on, de notre petit fauteuil européen et français, on a l'impression qu'il faut 5 jours, voire plus, pour compter des voix? Maintenant, on est à 9 jours. Oui, 9 jours au moment où on enregistre cette émission. Et pourquoi aussi on a l'impression qu'en 2000, en tout cas, je dis bien impression parce que je sais que derrière c'est beaucoup plus complexe, on a eu l'impression qu'il a fallu 5 semaines pour compter des voix et attendre que George Bush soit élu aux alentours du 10-12 décembre. Oui, alors, Yann, pour être précis, j'ai une petite marotte personnelle pour l'histoire, mais je vais essayer de faire bref, pour revenir à 2020. Je vais vers 2000-2020. Le problème de l'élection de 2000, elle est aussi... j'ai l'impression de dire toujours que c'est plus compliqué que ça, mais c'est plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce qu'en 2000, on dit souvent l'élection a été volée par George Bush. En tout cas, on l'entend. Alors, il faut quand même détricoter ça 2 minutes pour se rendre compte du tempo électoral et de ce qu'a fait la Cour suprême à l'époque. Parce que sinon, aujourd'hui, on ne comprend pas grand-chose à la situation, c'est-à-dire à qu'est-ce qui se passe là depuis mardi dernier. Alors, concrètement, en 2000. On précise juste, pour la chronologie de la chaîne, là on enregistre l'émission le jeudi 12 novembre à 9h45 heure française. Voilà, juste pour que vous ayez le contexte, parce que si ça se trouve que la vidéo sorte ce soir ou demain soir, ce sera très différent par rapport aux déplacements qui auront eu lieu sur l'échiquier politique. Mais bon, c'est juste pour pas qu'on vous dise « Ah ouais, mais le mec, il est spécialiste et finalement, il a pas du tout parlé d'un truc qui sera arrivé après l'enregistrement. » Donc, on précise toujours. Évidemment, et vous avez bien fait de le rappeler parce que en 2000, c'était pareil. Alors, effectivement, en 2000, on a un décompte des grands électeurs qui donne un avantage, enfin non, qui donne une égalité pas une égalité quasi parfaite, mais qui donne un décompte un partage entre Al Gore et George Bush qui va se jouer sur la Floride. Donc c'est effectivement, comme tout le monde le sait ou presque, c'est le décompte de la Floride sur lequel tout va se jouer. Combien d'électeurs en Floride? En Floride, on en a de mémoire 25. Okay. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 25. Donc c'est significatif. C'est significatif, absolument. Donc tout va jouer sur cet État, puisque personne n'a la majorité, et on a un décompte de voix qui donne, alors dans le détail, je ne sais plus exactement, mais peu importe, quelques milliers de voix d'écart entre George Bush qui arrive en tête et Al Gore. Et en fait, dans la nuit de novembre 2000, lorsque les élections ont lieu, ce qui va se produire, pour peut-être les anciens qui s'en souviennent, moi j'étais jeune, mais je me rappelle quand même du foutoir absolu que ça avait donné dans les médias même français. En fait, durant la nuit, on va changer de président. C'est-à-dire que à minuit et demi, 1h, on annonce Al Gore, je crois. D'ailleurs, Al Gore raconte lui-même par la suite qu'à 4h du matin, il n'était pas au courant, il était déjà en train presque de sabrer le champagne, et il s'aperçoit qu'en fait, pas du tout, c'est peut-être George Bush. Et donc, tout est modifié dans la nuit. Le lendemain, patatras, on ne connaît pas le nom du vainqueur parce qu'en Floride, c'est pas clair. Il y a combien d'électeurs citoyens en Floride, juste pour se rendre compte que... Combien d'électeurs citoyens en Floride? Là, vous me prenez au dépourvu. Je sais pas. Là, vous prenez au dépourvu. Continue la réponse, je vais regarder et puis je vais donner là, j'ai oublié, j'avoue. Donc, on se retrouve le lendemain matin avec une situation un peu invraisemblable dans laquelle on n'a pas de président. Et là, je fais aussi, excusez-moi encore une fois, une incise. C'est pas la première fois que c'est arrivé, dans la mesure où on a déjà eu au préalablement une élection américaine dans les années, alors je ne sais plus laquelle, mais dans les années 50, qui a donné lieu, c'était Truman contre Dewey de mémoire, où Truman, en fait, le lendemain de l'élection, a
s'est réveillé, enfin, il a posté, il y a une photo de lui avec le journal du jour, je ne sais plus quel est le journal, mais le journal du jour qui a annoncé la victoire de l'opposant. Parce qu'en fait, durant la nuit, on a eu un résultat qui n'était pas correspondant du tout au sondage, et on a eu un journal qui s'est trompé dans l'annonce qu'il a faite. Bref, petit incise historique. Donc, vous parliez de 1000 et quelques voix de différence. Je viens de regarder, Oui, la Floride, c'est 11 millions d'électeurs. 11 Donc, on est millions. quand même sur une marge de 0,001%. Donc, Voilà, c'est-à-dire, c'est même pas infinitésimal. voilà, c'est même pas infinitésimal. Ça joue à touche-touche dans un mouchoir de poche. Donc, on est à quelques milliers de voix d'écart entre George Bush et Al Gore. George Bush, au terme des premiers décomptes, arrive finalement en tête. Al Gore conteste parce que s'est posé un problème c'était une machine perforante. Alors je vous avoue que j'ai jamais vu la machine, moi précisément. Il y a un problème de machine perforante dans la mesure où c'est des bulletins perforés qui devaient être décomptés par une machine spécifique. Donc tout va jouer sur le décompte de ces bulletins perforés, parce qu'il y avait deux méthodes de vote. C'est vrai qu'à l'époque, ça avait vraiment fait les choux gras des médias parce que on se disait, enfin, nous de la France où on met un bulletin et si c'est pas le bon Oui, bulletin, bah il y a pas de chance que ce soit comptabilisé pour le camp d'en face. On percevait ça vraiment comme du grand guignol, quoi. absolument. Comment les États-Unis peuvent-ils élire leur président avec voilà la machine à trous comme on disait. Ouais, la machine à trous. Voilà. Absolument, ouais, absolument. Alors, parce que ça paraît le temps de la diligence en fait quand on réfléchit un peu vu de l'extérieur. Donc, on va redécompter l'ensemble de ces bulletins et en fait, l'écart de Bush va s'amenuiser au fur et à mesure. Le décompte se produit, on se rend compte qu'il perd des voix. Donc, on passe de, je ne sais plus, quelques milliers et ça va se resserrer un moment autour de 1500, 1800 voix. Donc là, on est vraiment dans plus rien du tout. Là, évidemment, qu'est-ce que fait George Bush? Il va, je passe les détails procéduraux, mais il va s'adresser aux tribunaux. Enfin, il y a tout un litige, on va dire, global, et qui arrive jusqu'à la Cour suprême de Floride, parce qu'il faut bien comprendre, le système fédéral, il y a d'abord une Cour suprême en Floride qui potentiellement peut faire l'objet ensuite d'une saisine devant la Cour suprême fédérale, la vraie Cour suprême, on va dire, globale de l'ensemble du pays. Et en fait, la Floride va considérer que le décompte, la continuation du décompte est régulière et qu'il faut le poursuivre parce qu'on ne sait pas concrètement qui est en avance. Donc ça dure, ça structure, si vous voulez, tout le mois de novembre, ça se poursuit. Il y a une première décision, il y a une deuxième décision, on va devant la Cour suprême de Floride, et finalement, George Bush saisit la Cour suprême fédérale pour demander à la Cour suprême fédérale d'arrêter le décompte, que la Cour suprême de Floride a validé. Là, je pense que tout le monde, pour l'instant, c'est relativement clair. Et en fait, au moment où la Cour suprême fédérale est saisie, il n'y a, semble-t-il, eu que quelques centaines de voix d'avance entre Bush et Gore. Alors là, c'est même plus du infinitésimal, c'est qu'en fait, ils sont là, il y a même plus de mots pour l'employer, mais sur 11 millions d'électeurs, c'est plus rien du tout, vraiment plus rien. Et en fait, la Cour suprême est saisie, et la Cour suprême rend un arrêt qui va être absolument fondamental, dans lequel elle dit on arrête le décompte, donc elle casse l'arrêt rendu par la Cour suprême de Floride. Elle dit elle accepte d'accueillir le recours de Bush, ce qui n'était pas forcément gagné. Elle pouvait aussi dire c'est pas de mon ressort, c'est du ressort des États fédérés, je m'en occupe pas. Donc elle dit ok j'accueille et ok j'y fais droit. Et elle dit j'arrête le décompte. Elle dit ça dans son arrêt de mémoire du 12 décembre et elle arrête le décompte de façon arbitraire au 9 décembre, 3 jours plus tôt. D'accord. Donc finalement, le 9 décembre, un mois plus tard, on arrête officiellement les compteurs, c'est fini, terminé, et il y a quelques centaines de voix d'avance seulement entre Bush et Gore. C'est la situation dans laquelle finalement Bush est élu président des États-Unis. Alors pour transposer, voilà. Je viens de dire justement qu'on allait transposer, faire un petit bond dans le futur pour atterrir en 2020. En termes de, alors on va essayer de faire une réponse concise qui va peut-être d'une part se demander si ça va aller aussi loin dans le temps. Est-ce qu'on peut encore avoir cette discussion dans un mois? Et aussi en termes de procédure, est-ce que 20 ans plus tard, ce qu'a déjà commencé à intenter Donald Trump, c'est la même chose que ce que nous avions eu en 2000, où il y a des différences législatives, procédurielles, etc. Alors, il y a tout un ensemble de points qui relèvent, et on en parle depuis tout à l'heure, mais de la fédération. Donc, déjà, ça nous paraît invraisemblable que les votes par correspondance soient comptés 3, 4 jours, 5 jours, 6 jours après. Déjà, faut préciser, je l'ai déjà fait, mais il faut le rappeler, le droit électoral dépend des États fédérés. Donc, déjà, par principe, j'ai envie de dire, ils font ce qu'ils veulent. C'est un peu comme si la souveraineté des États fédérés était une espèce de petite souveraineté par rapport à la souveraineté de l'État fédéral. C'est plus compliqué que ça, mais bon, peu importe. Un peu comme si l'Alsace disait finalement on vous envoie les résultats mercredi et pas dimanche soir.
Voilà. Et ça dépend de ce qu'elle a envie de ce que l'Alsace a envie de faire. Évidemment, précision, dans le droit des États fédérés est quand même soumis globalement à l'architecture du droit fédéral, naturellement. Mais il y a une autonomie extrêmement poussée, notamment en matière de droit électoral. Donc les États fédérés font un peu ce qu'ils veulent dans le cadre de l'architecture définie par la loi fédérale. Première chose. Deuxième chose, pour répondre précisément sur qu'est-ce que fait Donald Trump aujourd'hui, oui, principalement, il met en place, enfin, il tente de faire valoir d'une part des protestations et ensuite des contestations électorales. Ces deux modalités de procédure, je rentre pas dans le détail. D'ailleurs, c'est très américain, très spécifique, mais il est en train de chausser les bottes à l'époque d'Al Gore pour prendre en compte les irrégularités et contester l'ensemble de ces irrégularités. Mais, et à mon avis, c'est une différence essentielle, je pense. D'une part, les irrégularités que fait remonter Trump aujourd'hui, enfin l'équipe de Trump, avec Rudy Giuliani à la tête de l'équipe des juristes qui l'aident. L'ancien maire de New York. L'ancien maire de New York, oui, républicain évidemment à l'époque. Les irrégularités, elles sont concentrées non pas dans un État, mais dans un ensemble d'États. Puisque l'objectif de Trump, c'est d'arriver à contester. Alors il y a notamment la Pennsylvanie, mais il fait valoir des irrégularités, semble-t-il, dans le Michigan ou le Wisconsin, et il lui faut récupérer plusieurs États, puisqu'il a, à l'heure où on se parle, alors de mémoire, 214 grands électeurs, je crois, même s'il a eu l'Arkansas. 14. Il y a aussi eu l'Arizona hier, mercredi, et la Géorgie qui ont été retirés. Oui, comme vous avez dit, le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie sont toujours tendance Biden, mais jusqu'à hier, ils étaient acquis à Biden. Absolument. Donc maintenant, il est juste ballottage favorable, comme on dit. Absolument. Donc le problème, c'est qu'il y a d'une part le fait que, a priori, il faut soit arriver à prouver, alors là, j'ai pas du tout les éléments du dossier, malheureusement, mais il faudrait soit arriver à prouver qu'il y a une multiplication des irrégularités de la même nature, ou plus ou moins la même nature dans l'ensemble des États, soit qu'il y a carrément eu un problème au niveau du principe même de la manière dont le vote par correspondance a fonctionné. C'est-à-dire, là, revenir au fonctionnement général, au niveau pratique, en fait, de la manière dont on a organisé l'envoi des bulletins. On peut penser à tout et n'importe quoi. Hein. On peut penser à la taille des enveloppes. Je vous avoue, moi, alors là, je parle de droit français électoral, hein, mais on peut tout contester, c'est-à-dire la taille des enveloppes, le format et le standard des bulletins, la manière dont on les envoyait par la poste, etc. Là, il faut tout envisager. Première chose. Ensuite, deuxième chose. Pardon, il y a juste une toute petite précision que j'aimerais apporter, parce que c'est vrai que de notre culture latine et on va dire moins contestataire et surtout moins procédurière, c'est vrai que quand on voit tout ça, on a surtout l'impression qu'en 2000, George Bush était un mauvais perdant, que Trump, qui aurait perdu cette année, était un gros mauvais perdant, et qu'ils se disent, allez, on va ruer dans les brancards au niveau judiciaire pour contester, parce on chouine un petit peu de ne pas avoir gagné. Et il faut bien comprendre que dans la culture américaine, dans les mœurs, c'est extrêmement ancré le fait que la démocratie et le processus électoral est aussi énormément judiciaire. Et pour eux, c'est absolument pas un problème. Oui, alors exactement. Alors que pour nous, ça l'est. Absolument. Vous anticipez mon deuxième point, Yann, mais c'est parfait. C'est très bien. C'est parce qu'en fait, j'allais dire justement, regardons ce qui s'est passé en 2000 et essayons de sortir du nombril, enfin de la situation chaude actuelle. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, à l'époque, on disait mais c'est pas possible, Bush a volé l'élection, etc. Admettons qu'effectivement, Gore avait plus de voix que Bush. Ce qui aujourd'hui paraît pas forcément imbécile, parce que paraît-il que les comtés les comtés dont la population en Floride, hein, dont la population était la plus noire de peau, étaient a priori plus acquises à Biden, à l'époque Al Gore, et a priori c'était les comtés dans lesquels le plus grand nombre d'irrégularités étaient contestées à l'époque sur les fameuses questions de la comptabilisation des bulletins. Donc, on peut penser que Bush aurait pu perdre. Mais regardez ce qui s'est passé. Et je fais le pari que sur le fond à terme, c'est peut-être ce qui peut se produire malgré aujourd'hui le clivage avec Trump. En fait, Bush a été largement contesté. Bush a été vécu comme, on l'a contesté comme le loser ou le mauvais perdant de l'élection, mais la Cour suprême a statué. Et un mois plus tard, aux États-Unis, fondamentalement, le pays a très bien fonctionné. Et en fait, on a très rapidement accepté l'autorité légitime du président des États-Unis, élu suivant cette espèce d'imbroglio judiciaire, parce que sur le fond, et c'est quelque chose qu'on ne comprend pas bien chez nous, la démocratie américaine repose également sur l'état de droit. Mais pas l'état de droit au sens d'un mantra comme on l'a chez nous, parce que chez nous, l'état de droit, ça veut rien dire. Là, je suis même content d'en parler aujourd'hui avec vous. Aujourd'hui, l'état de droit en France, c'est une tarte à la crème. On ne sait même plus de quoi on parle. On a du droit partout, c'est l'état de droit, etc.
Ouais, Oui, l'état de droit, on le brandit fièrement oui. pour dire il y a eu une élection, cette personne a eu plus de voix, c'est l'état de droit, c'est la grande démocratie qui l'a emporté, vive la France. Voilà, chez nous, ça veut tout et rien dire. Les Mhm. Américains sont fondés ce qu'ils appellent dans le droit américain, dans le droit anglo-saxon plutôt, le rule of law, qui est l'équivalent de l'état de droit, mais qui est beaucoup plus ancien que le nôtre, et qui a donné naissance à l'idée fondamentale, c'est que le droit participe d'un contrôle du politique. La Cour suprême, elle est là depuis, chez eux depuis 230 ans. Ils ont la Cour suprême. Nous, notre Cour suprême, et c'est risible par rapport à l'Amérique, enfin aux États-Unis, c'est le Conseil constitutionnel venu après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu Mhm. quelques embryons avant, mais peu importe. Ce qui signifie que chez eux, le fait qu'on ait 9 juges qui contrôlent la volonté du politique, en tout cas, qui soient un des bras armés de la question d'un contrôle politique, déjà, c'est ancré dans une histoire et une culture admise, première chose. Et d'autre part, et ça c'est aussi quelque chose qu'il faudrait un peu rappeler, encore une fois, c'est bien qu'on en parle aujourd'hui dans cette période, c'est que la Cour suprême américaine a toujours fait du droit. Et elle a en même temps toujours fait de la politique. Ça fait 50 ans que la Cour suprême fait de la politique. Alors elle en Mhm. fait de façon indirecte. Je dis pas qu'elle est ultra partisane tout le temps. Mais lorsqu'elle statue dans les années 60, enfin 50-60 sur la question des minorités et du droit de vote, notamment des Noirs, etc. Parce qu'il y a toute une question de droit électoral à l'époque. Bref. Ensuite, il y a la question de l'avortement qui va être statuée dans les années 70. Ensuite, dans les années 2000, en 2015, la question de l'homosexualité. Toutes ces questions progressistes ont été en réalité tranchées et rendues ouvertes par la position de la Cour suprême. Donc la Cour suprême, elle prend position parce qu'elle fait du droit, mais indirectement en faisant du droit, elle a toujours fait de la politique. Donc aujourd'hui, pour revenir exactement à la situation, Trump saisit la Cour, enfin pour l'instant, Trump va tenter de saisir les juridictions qu'il peut au niveau des États fédérés. Mhm. À mon avis, plus il aura des rejets de ses actions, s'il en a, il va évidemment remonter vers les cours suprêmes des États fédérés respectifs, potentiellement saisir la Cour suprême fédérale, qui statuera ou non sur l'accueil du recours de Trump. Mais Mhm. admettons qu'elle y fasse droit et qu'elle soit saisie, ce ne sera pas un coup de force de Trump. Ce sera le jeu logique d'une saisine de la Cour suprême. Mais à mon avis, et alors là je me permets juste un avis juriste un peu précis et pas que de politique. Mhm. Là, je suis obligé de le dire. Si vous reprenez l'arrêt de 2000 sur Bush-Gore, la Cour suprême a rendu son arrêt à 5 voix contre 4 à l'époque. Parce que la D'accord. différence avec la France, c'est qu'on a les juges de la Cour suprême qui rendent leur arrêt, ceux qui ne sont pas d'accord peuvent émettre ce qu'on appelle les opinions dissidentes. Donc disent, voilà, je suis pas d'accord avec l'arrêt, chez nous c'est impensable. On voit la démocratie américaine à l'œuvre, même dans la Cour suprême. Hein. On voit les opinions des uns et des autres. Et à l'époque, beaucoup de gens ont dit que quelque part, favoriser Bush était dû à la composition conservatrice de la Cour suprême. Si aujourd'hui Trump va jusqu'à la Cour suprême et obtient gain de cause avec un arrêt qui sent quelque part la politique partisane, à mon avis, la Cour suprême, là, va se faire taper sur les doigts de refaire un peu ce qu'elle a fait 20 ans avant et en pire. Donc, Mhm. parce qu'à l'époque, beaucoup de gens ont dit, finalement, on ne sait pas trop qui est président, même si on a choisi, mais le grand perdant, quelque part, c'est la Cour suprême parce qu'elle s'est quelque part, elle a accepté d'arbitrer un conflit électoral en brûlant, voilà, vous voyez, Mhm. chaud. Et je Ok, pense que là, elle va réfléchir à 2 fois, vu le précédent de 2000. d'accord. Alors, il y a pas mal de gens qui pensent carrément à un coup d'État Oui. pour évincer Trump, qui chercherait, entre guillemets, un petit peu trop les noises avec l'État profond américain en refusant ses codes, sa manière de fonctionner, etc. Alors, on va compléter un petit peu cette remarque parce que Trump, malgré tout, incarne une fonction présidentielle extrêmement forte. Et est-ce que c'est pas un petit peu cette fonction présidentielle forte et le refus des codes, et en tout cas, pas for- quand on parle d'État profond aux États-Unis, c'est encore différent quand on parle d'État profond par rapport à l'Europe, parce que il y a un énorme immobilisme de certaines institutions. Donc, est-ce qu'il n'y a pas l'immobilisme des institutions, le refus des codes de l'État profond et l'incarnation d'une figure présidentielle très forte qui crée une aura autour de Trump qui justifierait éventuellement ce que certains appellent un coup d'État, si tant est qu'il y en ait un, bien sûr, Donc vous dites bien un coup d'État de l'État profond contre Trump. contre Trump. Voilà, c'est ça. Parce Alors, que il est pas, il refuse d'être dans leur petit papier et d'être leur exécutant, on va dire. je pense que le mandat Trump, il y a eu quand même il y a eu deux moments extrêmement violents qui ont agité les coulisses de Washington. Hein. C'est quand même d'une part la question de l'ingérence russe qui a donné lieu à un conflit
évident entre Trump, ses services, même j'allais dire presque sa propre administration partiellement, la CIA, le FBI, etc. Et le deuxième moment qui était la question ukrainienne avec le fils Biden, Hunter Biden, et donc l'impeachment manqué lancé à l'encontre de Trump. Alors, juste petite précision sur l'impeachment, parce que on a beaucoup dit de choses, on a beaucoup dit que finalement le coup d'État tenté prenait la forme de l'impeachment, donc la posture d'empêchement. Je rappelle quand même que l'impeachment, c'est peut-être une évidence, mais l'impeachment aux États-Unis, déjà c'est un procès purement politique, c'est pas un procès pénal, et surtout c'est presque devenu j'ai envie de dire une évidence ou une presque commun. Pourquoi ? Parce que pendant des décennies, il n'y avait pas d'impeachment, et en fait, on a eu successivement Nixon, Clinton et maintenant Trump qui ont fait l'objet d'une telle procédure. Il faut quand même, enfin, Nixon a démissionné avant que ça aille au bout. Clinton a fait l'objet d'un impeachment qui a manqué, puisqu'il faut une majorité de 2/3 au Sénat, et personne n'a voté contre finalement Clinton. Enfin, il n'y a pas une majorité contre lui. Trump, pareil. Pourquoi je dis ça ? Simplement parce que l'impeachment n'est pas la marque d'un État profond qui se réveillerait et qui essayerait d'agir contre le président. L'impeachment, c'est presque devenu une méthode de déstabilisation politique de l'opposition contre le président en place. Déjà à l'époque, effectivement, Nixon était, comme certains aiment le dire, un caillou dans la chaussure. Voilà. Alors justement, le lien avec Nixon il est évident. Ouais. Je vais faire un lien tout à l'heure avec Nixon, mais là où je partage l'idée qu'il y a eu quelque chose qui s'est agité contre Trump, alors quoi, j'y viendrai après, mais quelque chose s'est agité contre lui, ça me paraît une évidence, c'est que Trump incarne justement un écart par rapport aux deux faces de la même pièce dont je parlais tout à l'heure. Les républicains et les démocrates sont les deux faces d'une même pièce. On ne peut pas dire là-dessus, ils s'étripent pendant 4 ans. Il y a quand même des débats, notamment, j'ai l'impression, beaucoup plus sociaux que économiques. En réalité, regardez, je prends juste un exemple très simple. Hein. Regardez le programme économique de Joe Biden par rapport à Trump. Il a absolument pas remis en cause le protectionnisme, donc il va garder une forme de protectionnisme parce qu'il s'est peut-être rendu compte que le bilan économique là-dessus était pas mauvais, et il va remonter des impôts. Mais en fait, il va trouver une forme, j'ai vu sur l'impôt sur les sociétés par exemple, on va pas rentrer dans le détail, mais il va remonter sans revenir aux taux initiaux qui étaient ceux qui prévalaient sous Barack Obama. Donc en fait, il fait de l'ajustement fiscal, en quelque sorte. Mais il n'y a pas de grand chambardement. Pourquoi ? Cet ajustement fiscal, il aurait tendance à favoriser et ou défavoriser qui ? Il aurait tendance à revenir sur les baisses consenties en faveur des plus riches et aux baisses de charges et aux baisses en matière d'impôt sur les sociétés favorables aux entreprises américaines. Donc remonter un peu, j'allais dire la donne, remonter un peu la jauge fiscale, mais sans revenir à la jauge telle qu'elle était avant les années Trump. En gros, faire du en même temps. On dirait en France, c'est très à la mode, mais on fait un peu du en même temps, on fait du médium, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un peu le programme économique de Biden. Si je dis ça, c'est parce que je pense que Trump représentait justement un écart par rapport à ces deux faces de la même pièce, un écart fondamental, un écart en termes de style, on l'a beaucoup dit, un écart en termes de priorité économique et écologique, un anti-écologique, un type qui s'en fout, qui veut que l'industrie fonctionne et que les intérêts américains fonctionnent, et évidemment un type dont la doctrine ou même la question intime sur les questions sociétales, les problématiques américaines actuelles sur la question des minorités, la question du genre, les gender studies, etc., il en a en gros rien à cirer. Donc il est le contraire des impératifs américains aujourd'hui. Ça, c'est son style, c'est sa matrice, c'est comme ça qu'il a été élu et c'est comme ça qu'il a fonctionné. Première chose. Deuxième chose, j'observe également, et là il faudrait, je me permets Yann d'aller un peu plus en profondeur sur un point qui me semble important. Deuxième chose, les Américains ont un mal fou, l'intelligentsia américaine a un mal fou à se souvenir que son président est puissant. La mode est un président qu'on aime enserrer. Il y a un mot américain qui revient constamment, c'est to restrain ou to content, c'est-à-dire restreindre ou contenir. Les Américains adorent dire ça. Il y a des contre-pouvoirs, il faut restreindre ou contenir le pouvoir présidentiel. On en a pas mal parlé. Ça fait une quinzaine d'années que c'est à la mode. Je pense que c'est d'autant plus à la mode chez les juristes ou les politistes parce qu'il y a eu la guerre en Irak et parce que c'était quelque part la guerre de trop. Quelque chose comme ça. Mais dans la mesure où, déjà, le système américain
et c'est toujours valable aujourd'hui depuis le début, il est fondé sur ce qu'ils appellent les checks and balances, donc les pouvoirs et contre-pouvoirs, ou poids et contre-poids, ça dépend comment, peu importe. Ça n'a rien à voir avec nos contre-pouvoirs à l'européenne, hein. Chez nous c'est une blague. Chez eux, ça repose sur, je m'excuse de reprendre un mot anglais, mais je trouve que le lexique américain est beaucoup plus parlant, ils parlent chez eux de showdown, donc d'épreuve de force. Ouais. Parce qu'en fait, ils acceptent beaucoup plus violemment le fait que le Congrès, la Maison-Blanche, s'étripent, se font face, l'un essayant de s'imposer par rapport à l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le président a envie de dire c'est moi qui décide, le Congrès a envie de dire c'est moi qui décide, et la Cour suprême arbitre les conflits entre les pouvoirs. C'est un peu comme ça que ça fonctionne depuis le début. Donc, pour en revenir à Trump, Trump a remis en selle l'idée d'un pouvoir exécutif extrêmement puissant, d'un pouvoir, d'un président américain qui s'impose face au Congrès sous l'égide des autres contre-pouvoirs qui peuvent exister. Ça, c'est quelque chose qui dénote beaucoup parce que quelque part, il relie. C'est pour ça que je faisais lien avec la guerre contre le terrorisme. Quelque part, Trump se met dans les pantoufles d'une vieille tradition américaine qui est celle d'un pouvoir présidentiel puissant fondé sur les pouvoirs du commandant en chef des armées. Il y a un vieux débat américain, là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est très intéressant. C'est ce que j'explique dans mon livre en long, en large, en travers, qui est que depuis l'origine des États-Unis, les pouvoirs de commandant en chef des armées, la fameuse, c'est une clause de la Constitution américaine, permet au président de faire la guerre sans avoir besoin forcément de s'en remettre au Congrès, c'est-à-dire au Parlement, avec un contrôle a posteriori, peu importe. Aujourd'hui, je pense que Trump a rappelé ça très fortement, mais en plus avec un style que n'avaient pas ceux qui pratiquait cette présidence avant. George Bush a décidé de la guerre en Irak un peu comme il l'entendait, d'accord ? Sur Guantanamo, il a fonctionné un peu comme il l'entendait. Et la preuve, c'est on a quand même torturé sans au début rendre beaucoup compte de ce qui se posait dans les geôles de Guantanamo au Congrès. Hein, on l'a fait un peu unilatéralement. Trump n'a évidemment pas fait ce genre de choses, mais par contre, Trump a agi avec le même sens de « je suis président, je fais ce que je veux, je prends les fameux executive orders, les décrets présidentiels, qu'il a, à mon sens, droit de prendre, mais il l'a fait en ne s'embarrassant nullement du style et des atermoiements de ses prédécesseurs. Il l'a fait avec son style à lui, je fais ce que je veux, c'était constructif, j'en ai rien à cirer des autres, etc. Donc quelque part, il est presque traditionnel dans sa lecture d'un pouvoir exécutif extrêmement puissant, traditionnel dans un sens que les démocrates évidemment ne supportent pas, mais qui existe, c'est une branche de la tradition américaine quelque part, mais en même temps dans son style il est totalement contre le style des précédents présidents. Et pour finir, alors sur l'état profond, moi je trouve quand même qu'il faut revenir à des choses simples. Ne fantasmons pas trop, mais revenons à des choses simples. Exemple. Il a viré en 2017 le directeur du FBI qui lui était farouchement hostile dans la question de l'ingérence russe. C'était le fameux Comey qui a écrit un bouquin, Comey qui a écrit un bouquin après contre Trump, une fois que Trump l'a limogé à la tête du FBI. Moi, j'en reviens à des choses simples. Je suis personnellement juriste, je m'intéresse énormément aux États-Unis, je n'aime pas du tout basculer dans un complotisme rapide, mais chose simple. Comey, à la tête du FBI, écrit ce livre dans lequel il se glorifie d'avoir eu un job, directeur du FBI, dans lequel il devait quelque part contrôler l'action du président américain. Moi, ce que j'observe, c'est que le président américain, il est élu. Il a la légitimité populaire. Qui est le directeur du FBI pour commencer à contester dans l'ombre et tout faire pour mettre des bâtons dans les roues d'une administration qui repose sur les épaules d'un chef qui vient d'être élu 1 an plus tôt, ou même 6 mois plus tôt. Et je pense que là-dessus, c'est là où l'état profond prospère. Et je pense que là-dessus, il y a beaucoup de travaux sociologiques aux États-Unis, de sociologues américains très intéressants. En fait, l'état profond, pourquoi Trump l'a choqué ? C'est parce que ce sont principalement des administrations qui sont élues ou dont les membres sont nommés sur une longue période, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans. Et ils ont mal vu l'arrivée d'un énergumène qui commence à virer les gens qui pensaient qu'ils avaient 15 ans dans une boutique dans laquelle eux-mêmes étaient les successeurs d'anciens qu'ils connaissaient. C'est très souvent comme ça. C'est pour ça que souvent, quand on a dit, durant le mandat Trump, il vire tout le monde à tour de bras, à mon avis, il n'avait pas trop le choix. Parce que quand l'administration, vous êtes hostile et qu'elle repose sur les épaules ou par des petites mains qui eux-mêmes sont nommés par des gens qui les ont choisis auparavant, c'est la cooptation en quelque sorte, des gens qui se connaissent bien et qui se fréquentent depuis longtemps, il n'y a pas d'autre choix que quelque part virer les gens qui vous sont hostiles, sinon l'administration va commencer, comme Comey a voulu le faire, va commencer à vouloir détricoter les décisions prises par le président. Donc, coup d'État, c'est trop fort,
mais que par contre il y a une guerre dans l'ombre énorme entre ceux qui pensaient quelque part que le monde de ces deux partis ou le monde d'avant allait se poursuivre et celui qui veut complètement changer les règles du jeu, à mon avis, il y a eu une bataille qui était légitime entre un président qui dit je suis président, je préside, je veux décider de ce que je fais, donc je décide d'entrer en guerre contre l'administration, et l'administration qui a dû être absolument sidérée, l'administration au sens large, être sidérée de voir quelqu'un casser les règles du jeu qui étaient mises en place depuis si longtemps. Donc finalement, d'une certaine manière, en fait, quand il y a un président qui est soumis à cet état profond, il ne faut pas forcément en vouloir à la structure du système, entre guillemets, de l'ombre, mais plus à l'acceptation du président de s'y soumettre, parce que finalement, l'exemple Trump nous a montré qu'on peut très bien ne pas s'y soumettre et dire, comme vous l'avez très bien dit, je fais ce que je veux. Alors oui, j'ai envie de dire oui, pour deux raisons. Je suis désolé d'avoir besoin d'être un peu long parce que il ne faut pas dire oui ou non aussi simplement que ça. C'est logique. Alors on fera des chapitres dans la description pour que les gens aillent directement au chapitre qui les intéresse peut-être plus, parce que là, l'état profond, je pense que c'est le cœur de ce qui peut intéresser les gens, mais on l'a abordé qu'à partir de 50 minutes d'émission. Mais c'est pas grave. Sinon, on vous recevra une autre fois dans quelques semaines, quelques mois pour approfondir ce vernis. Voilà, exactement, le bilan. Alors, il y a une notion que j'aime beaucoup aujourd'hui qui est très intéressante, c'est la notion aux États-Unis qui montre beaucoup de l'égalité illibérale. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un État démocratique, mais qui conteste le fondement libéral de cet État. Je m'explique, parce que Trump en est l'incarnation presque à son corps défendant, quelque part. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que la démocratie et le libéralisme avaient commencé à rentrer dans une espèce de dévoiement. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, le libéralisme, c'est quoi ? C'est penser qu'on donne la liberté à tout le monde, en tout cas qu'on permet une liberté renforcée, prise au sens des citoyens, au sens très général du terme, pour permettre à chacun d'avoir une parcelle de souveraineté, d'agir librement dans la société. C'est un peu caricatural, mais tout de même. Et en fait, on s'est rendu compte, quelque part, que la privation, finalement, cet État libéral qui se voulait contre l'autoritarisme avait donné naissance à des structures qui fonctionnent sur la cooptation, sur l'entre-soi, et donc à l'idée même de la refondation d'une oligarchie, qui ne dit pas son nom, mais qui existe tout de même, impalpable, mais qui est là. C'est les fameuses, à mon avis, c'est une partie de l'administration qui conteste fondamentalement Trump, cette espèce de nouvelle oligarchie. Quand je dis oligarchie, c'est pas forcément négatif, mais c'est cette espèce de pouvoir un peu confisqué, d'une certaine manière. Et je pense, et donc ça c'est l'élément un peu de dévoiement du libéralisme. Deuxième élément important, c'est que la présidence Trump est une présidence qui a rappelé à ce libéralisme que finalement que le libéralisme pouvait être, que les tenants du libéralisme pouvaient être finalement quelque part en contradiction avec la légitimité présidentielle. Et je pense que c'est un débat vieux comme le monde. On a d'un côté la légitimité de Trump, qui est peut-être discutable parce que 2016, il n'a pas eu les votes populaires, mais le vote des États, enfin des grands électeurs, peu importe. Mais il dit, moi je suis légitime, parce que je suis légitime, je suis le président, parce que je suis le président, je ne suis pas soumis à cette oligarchie qui me fait face. Quelque part, juridiquement, moi, ça me parle. Je dis pas que je suis forcément favorable à Trump, mais on en est quand même revenu à des fondements, c'est-à-dire à la légitimité. Et c'est quelque chose qui a été vachement perdu, même dans les systèmes démocratiques contemporains. Regardez, vous allez en Europe, ça nous choque presque plus d'avoir de plus en plus des présidents élus avec des majorités de circonstances qui sont des majorités incompréhensibles. Regardez, en France, Macron, il fait 20% au premier tour, ou 22%. Au second tour, c'est une majorité bricolée de toutes pièces. Et on n'a pas de vraie légitimité populaire forte. On a des minorités qui s'agrègent pour donner des majorités un peu de circonstances. Aux États-Unis, Trump a dit « je suis élu, je fais, et j'y vais à fond la caisse ». Et quelque part, c'est comme ça qu'il a agi pendant 4 ans. D'accord. Là, vous parlez justement de légitimité et on va conclure sur une dernière question qui renvoie à la légitimité éventuelle de Biden, si tant est qu'il soit officiellement élu, parce qu'il y a certaines personnes, et puis Biden, donc 77 ans, certaines personnes s'inquiètent, entre guillemets, de son état de santé et se demandent si en fait les démocrates n'auraient pas utilisé de manière directe ou indirecte, peu importe la sémantique, Joe Biden, pour qu'une fois élu, il soit évincé d'une manière ou d'une autre et qu'il laisse en fait sa place à sa colistière, Kamala Harris, pour enfin avoir une femme à la Maison-Blanche, alors que si elle avait été présentée en tant que candidate, elle n'aurait peut-être pas eu ses chances, en tout cas beaucoup moins que Biden face à Trump. Alors, dire qu'elle est là pour lui succéder dans les plus brefs délais,
Je pose la question telle qu'elle a été posée, avec Mais bien évidemment sûr. toutes les nuances que vous allez apporter. Mais vous avez raison. Alors, qu'elle ait été choisie pour une possible succession, j'ai aucun de mal à le penser. Elle a été choisie pour lui succéder à très court terme, j'ai quand même plus de mal à le croire. Mais on rentre pas dans le secret des dieux là-dedans, mais je pense qu'il y a une idée de succession, oui. Pourquoi? Alors ça, c'est intéressant. Parce que la question de l'âge de Joe Biden a été envisagée sans vraiment être envisagée. Pourquoi? Parce qu'elle a une double signification. Certes, il est vieux, il va avoir 78 ans, je crois, dans quelques semaines ou quelques jours. J'ai oublié la date d'anniversaire ou la date de naissance de Joe Biden. Mais en tout cas, oui, il est vieux. En même temps, Trump est loin d'être jeune. Voilà, mais on a du mal, en tout cas, à imaginer une réélection à 82 ans. Oui, ça c'est une évidence. Ou 81. Évidence. C'est d'ailleurs pour ça que Joe Biden lui-même se présente comme un président de transition. Alors, évidemment, dans cette idée de transition, on se dit, bon, ça signifie que Kamala Harris va prendre la place. Moi, ce que je crois, c'est que l'âge de Trump, donc il y a l'idée de, il est vieux, pour de nombreuses, oui, pardon, l'âge de Biden, il est vieux, c'est un problème, etc. Et puis les gaffes encore récemment quand il s'est trompé entre, enfin il a pas réussi à distinguer après à première vue son fils mort en 2015 de sa propre petite fille, évidemment, n'a pas aidé à l'image qu'on a de Joe Biden. Ça, c'est une évidence. Passons sur cette, enfin c'est quand même terrible, mais bon, c'est une gaffe. C'est Monsieur Gaffe, paraît-il. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Mais je pense qu'il y a un deuxième sens à l'âge de Joe Biden et un sens beaucoup plus profond, qui est un sens politique. Pour moi, c'est pas un hasard que Joe Biden ait 78 ans et qu'il en soit là. Pourquoi? À 78 ans, vous êtes l'homme de synthèse parfait. Parce que vous êtes de passage. Si les démocrates ont pris le vieux Biden, le Joe Biden le vieux, comme ils l'appellent même entre eux parfois, le vieux Biden, et non pas Bernie Sanders ou Elizabeth Warren ou d'autres, c'est parce qu'ils ont réussi à trouver un attelage pour moi, qui ne tiendra pas à long terme au niveau des démocrates, sur la vraie idéologie des démocrates, mais qui tient à court terme. Pourquoi? Parce que il n'est pas trop à gauche, socialiste, quasiment comme Sanders. Il n'est pas radical au niveau éthique comme l'était une Elizabeth Warren. Et il est encore affilié, comme je le disais au début, à ces vieux démocrates. Mais surtout, il est parfait parce que il sera un président de passage de flambeau, pour moi, je pense. C'est-à-dire, il représente encore la bonne vieille establishment des démocrates à l'ancienne. Et quelque part, il passera le flambeau peut-être à Kamala Harris, qui représente visuellement, stylistiquement, formellement, quelque part, quelque chose de plus compatible avec les démocrates de demain, qui sont des démocrates beaucoup plus sur les questions sociales, sur les questions de genre, sur les questions d'urbanité, sur les questions des villes, qui agitent tout ça. Donc je pense que Joe Biden, il est là pour ça. Et son âge est adéquat. Si vous avez un type de 60 ans en pleine possession de ses moyens, qui fait 8 ans, qui est là pour modifier le logiciel, imposer sa marque, c'est plus compliqué. Là, vous avez l'idée que l'âge de Biden est aussi quelque part adéquat, idoine, avec cette idée que c'est quelque part, là je m'avance un peu, hein, mais pour moi c'est quelque part le dernier des démocrates à l'ancienne. Je ne sais pas trop ce que seront les démocrates nouveau genre, mais c'est un peu quelque part le démocrate dernier style à l'ancienne. Donc, et si vous pouvez me permettre, il y a une dernière chose, parce que je pense que c'est là aussi où ça se joue. Il y avait ça a été beaucoup dit dans les médias, mais il y a eu récemment dans Le Monde une magnifique cartographie des élections récentes, donc de mars, là, enfin de novembre, pardon, une cartographie sur qui a voté où et quoi. Et pour moi, tout est dit de Biden l'ancien et de qu'est-ce que vont être les démocrates par la suite. Pourquoi? Parce qu'on dit à l'origine les démocrates, c'est les progressistes contre les conservateurs qui sont républicains. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Même, à mon sens, la question de l'opposition entre les démocrates dans les métropoles, dans les mégalopoles, et les républicains dans le Midwest et dans l'Amérique du Centre, ça suffit pas à l'expliquer ça. Pourquoi? Parce que la carte a montré une chose simple, cette cartographie. En fait, même dans les régions extrêmement démocrates, qui sont en fait cantonnées à l'ouest et à l'est, en fait déjà, ça c'est clair. Maintenant, vous avez ouest et est démocrates, l'intérieur du pays est républicain. C'est assez fascinant quand vous regardez cette carte. Et deuxième élément, juste une petite incartade sociale. Comment ça s'explique? Est-ce que c'est parce qu'on est dans des très grandes villes, donc on est plus ouvert sur entre guillemets, le monde d'aujourd'hui et on est plus progressiste dans l'approche? Oui, alors moi, à mon sens, c'est ce que je disais sur Biden, c'est pour ça que je parlais du président de transition.
Parce que Biden représente des démocrates qui étaient implantés quand même dans des bassins qui n'étaient pas exclusivement cantonnés à la question des grandes villes. Or, les démocrates nouveau style, nouveau genre, j'ai envie de dire, sont des démocrates qui tiennent exclusivement leur électorat de ce que tout le monde appelle maintenant la mondialisation heureuse, ou les gagnants de la mondialisation, c'est-à-dire les très grandes villes. Dès que vous vous éloignez des très grandes villes, même dans des États qui sont à majorité démocrate, dès que vous y éloignez, vous basculez dans des countries, dans des zones qui sont à majorité, ou en tout cas qui sont de plus en plus représentées par des républicains. Et ça s'observe également dans le vote latino et le vote des minorités en général, même des Noirs. Le vote latino que Trump n'avait pas du tout il y a 4 ans, il l'a un peu récupéré en 2020. Même une partie des Noirs votent maintenant Trump, une petite partie, mais une partie quand même. Même les Cubains, alors pour des questions également d'histoire, voilà, c'est ça, de communisme et d'histoire du pays récente, sont pro-Trump en partie. Et en fait, je trouve que du coup se joue, et ça c'est passionnant, se joue l'électorat et la démographie électorale de Biden et de Trump, c'est-à-dire des démocrates et des républicains. Pourquoi ? Parce que les républicains ne pourront plus faire sans le Trumpisme, parce que le Trumpisme a modifié le creuset. Les conservateurs ont en partie les couches populaires, même en partie certains immigrés, même en partie le vote latino, même en partie les riches. Et les démocrates ont été noyautés par le pur électorat de centre-ville qui vote, et là les chiffres sont édifiants, qui vote à 93%, je crois que c'est à Washington, à 93% démocrates, et je crois qu'à Chicago, on est à 75 ou 80% pro-Biden. Et donc, pour finir sur cette sociologie électorale, elle est symptomatique de la potentialité ou du potentiel président post-Biden, en fait, si Biden, encore une fois, est élu. C'est-à-dire que les démocrates, pour moi, seront obligatoirement phagocytés ou noyautés par les mouvements progressistes assez radicaux qui se développent dans les villes, comme les républicains seront obligés de faire d'une manière ou d'une autre avec le Trumpisme qui s'est révélé. C'est-à-dire que les conservateurs sont devenus presque Trumpistes parce qu'ils sont obligés de le devenir. Le logiciel a été modifié parce qu'à mon avis, les républicains n'auraient pas pu rester dans ce qu'on appelle aujourd'hui, il y a une belle expression, le conservatisme compassionnel de Bush, c'est-à-dire le bon vieux conservateur à l'ancienne, texan, comme qui aime les États-Unis mais qui est uniquement pro pétrole, etc. Ça ne marche plus de cette façon-là. Il faut trouver un autre électorat. Trump l'a trouvé quelque part, mais en même temps, les démocrates eux-mêmes vont être, à mon avis, l'otage, quelque part, les nouveaux otages d'une obligation de prendre en charge la problématique qui sont issues purement de l'urbanité contemporaine, c'est-à-dire les grandes villes, et qui font largement écho à toutes les questions de genre et des questions sociales qui sont les nouvelles questions qui ont fragmenté les États-Unis sur les derniers mois. Donc là, on s'est projeté dans l'après-Biden, et là, pour le coup, ce sera la vraie dernière question. Quid des républicains si Trump perd les élections et qu'il disparaît de l'échiquier politique, si tant est qu'il le fasse? Très bonne question. Je sais qu'aujourd'hui tout le monde joue à Madame Irma là-dessus parce qu'il est en passe potentiellement de partir. Premier élément, moi je suis sceptique sur le grand départ de Trump. Lui-même. Je sais qu'il y a des affaires judiciaires potentielles et que beaucoup de gens supposent qu'il y a un départ forcé qui sera là. Moi je pense que Trump, en 4 ans, il a presque malgré lui, encore une fois, il a représenté de façon invraisemblable une force politique insoupçonnée. Et là, Steve Bannon, comme je disais, l'a certainement conseillé, mais il a su faire se réveiller une espèce d'Amérique qui dialogue avec l'Amérique des années 80 et des années 50. Juste, je me permets rapidement une incise là-dessus. En fait, je trouve que aujourd'hui, les États-Unis, en fait, dans leur vision républicain-démocrate, Biden-Trump rejouent en grande partie les années 50 et les années 60. Et je pense que rien n'a changé. En fait, Trump, de façon peut-être dévoyée, de façon peut-être bling-bling, un peu folle, rêve d'une Amérique des années 50, c'est-à-dire l'industrie, l'Amérique d'hier qui cartonne, l'Amérique qui montre qu'elle est partout, l'Amérique triomphante, l'Amérique post-seconde guerre mondiale. Et les démocrates rejouent le conflit des années 60, c'est-à-dire le conflit des campus américains. La question du genre, la question sociale, la question de l'émancipation, la question du libéralisme, la question du progressisme. Et en fait, c'est ces deux Amériques-là qui, quelque part, aujourd'hui se font face dans cette épreuve de force un peu lourde entre Biden et Trump. Donc, quelque part, on rejoue de façon postérieure et plus radicale les mêmes problématiques. Donc, Trump a incarné cette espèce de retour bâtard aux années 50,
mais dans le logiciel des réseaux sociaux et vraiment du pur contemporain. Il est cette espèce de mariage curieux, assez fascinant. Et partir, donc, me semble difficile comme ça. Ensuite, admettons qu'il parte, il faudra trouver un candidat républicain trumpiste, c'est-à-dire compatible avec ça. Je rappelle quand même, mais on le sait aujourd'hui quand même assez bien, quand même, Trump, à l'origine, voulait se présenter chez les démocrates, il y a quelques décennies, je veux dire quelques années. Trump n'est pas une machine républicaine. C'est un type qui, quelque part, a hésité un peu et qui est venu chez les républicains dans un second temps. Il n'est pas du tout le premier. Eisenhower avait été approché dans les années 40 par les démocrates pour finir chez les républicains. Rockefeller, candidat contre Nixon chez les républicains, était également candidat aux primaires démocrates 10 ans avant. Donc vous voyez, il y a des points de bascule assez drôles aux États-Unis. Quand je disais ces deux faces d'une même pièce, on le voit bien. Bref, donc Trump, s'il part, il faut trouver un Trumpiste ou un type compatible au Trumpiste. Alors on parle du fils Trump, Donald Jr. Alors je sais qu'on dit beaucoup qu'il a une espèce de grinta et de velléité parce qu'il aurait la grande gueule un peu de son père. J'en doute pas. Maintenant, à voir quand même. On parle de Mike Pence, l'actuel vice-président, parce qu'il est très compatible avec une frange très croyante, très fervente américaine, qui soutient largement Donald Trump. Donc là-dessus, on pense qu'il y aurait peut-être un Mike Pence potentiel, mais quoi qu'il en soit, et c'est ça qui est fascinant, c'est que les républicains sont obligés d'avoir un successeur qui soit, d'une manière ou d'une autre, un Trumpiste, parce qu'un bon vieux conservateur républicain ne gagnera pas une élection dans les 10 ans à venir comme ça. Et c'est peut-être là où se jouent vraiment les grandes tendances des républicains. Les républicains, à mon avis, ne seront plus les mêmes sans Trump. Ils ont même intérêt à ce que, malgré ses outrances, il subsiste, parce que sans lui, il faudra soit garder Trump, donc, soit faire comme s'il était toujours là et trouver une manière de faire du Trump sans Trump. Et à mon avis, ça va être un paradoxe et une contradiction extrêmement difficile à surmonter. Eh bien, merci beaucoup, Guylain, pour cette heure, grosse heure passée ensemble. Je pensais qu'initialement, on enduirait le débat d'un vernis. Mais en fait, finalement, on est vraiment rentré dans beaucoup de détails et c'était vraiment un grand plaisir de partager ce moment. Merci. Si les abonnés de la chaîne et ceux qui découvrent la chaîne par l'occasion de cette vidéo ont apprécié cette vidéo, il n'est pas impossible que nos destins se recroisent dans les mois ou un petit peu plus tard, sachant qu'aussi en France, il y aura des élections l'année prochaine. Peut-être qu'on abordera ce sujet, on ne sait pas, on verra. Exactement. En tout cas, une fois de plus, merci beaucoup. Je remets dans la description le lien pour se procurer votre livre. L'état de droit face à l'épreuve du terrorisme, faut-il suivre le modèle américain ou l'exemple américain? Désolé si je l'exemple américain. Donc voilà, merci à tous les abonnés qui suivent Planète Rose sur les réseaux sociaux d'avoir alimenté comme ça un petit peu la colonne vertébrale de ce débat. Et une fois de plus, merci du fond du cœur à vous, Guylain, de nous avoir accordé autant de temps et d'avoir répondu avec tant de maestria. Merci Yann, merci beaucoup. C'est un plaisir. À très bientôt, Guylain. À bientôt.